Bonjour, il est 12h30 et vous écoutez France Ô la radio. Et sur France Ô la radio, c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on mange ? Et Qu'est-ce qu'on mange ? C'est votre émission consacrée aux cuisines créoles, aux cuisines du monde. Et cette semaine, nos invités sont Marie Dantas du Monde du Brésil, Keïsa Grand Bonheur de Foodibon, et bien entendu, comme d'habitude, nous avons nos consultants qui sont avec nous. C'est Nicole Etienne de l'Académie de l'art culinaire du monde créole et notre végétarienne Anne-Isabelle Lucas de Alchimie végétale. Alors un mot sur ceux qui participent pour la première fois ou sur celles qui participent pour la première fois à cette émission. Marie Dantas, elle est originaire du Brésil. Elle est arrivée en Guyane à l'âge de 2 ans, a fait sa scolarité là-bas en Guyane avant d'arriver à Paris et de se lancer dans la cuisine qu'elle a appris de sa grand-mère. Elle ouvre son premier restaurant, Le Monde du Brésil, en 2011, dans le 12e arrondissement. Et aujourd'hui, il est installé à Boulogne. Marie, bonjour. Bonjour tous. Alors, le Brésil, la cuisine du Brésil, ça c'est tout vous. Qu'est-ce que vous nous avez préparé pour aujourd'hui ? Alors, je préparais éventuellement... Pas éventuellement, c'est devant nous, c'est déjà. Alors, j'ai essayé de faire un petit peu de chaque État du Brésil, on va dire. J'ai choisi 4 États. Parce que le Brésil, il est grand, hein. Il fait quand même 17 fois la France. Donc, bien sûr, j'ai choisi la feijoada, donc le plat traditionnel brésilien. C'est-à-dire qu'il est une sorte de cassoulet, mais à base de haricots noirs, de la viande de porc et du bœuf. Il est accompagné de riz et la farofa, donc c'est la semoule de manioc. Que sans la farine de manioc, chez nous les Brésiliens, on ne mange pas. Voilà, ça représente notre baguette. Donc c'est vraiment un pilier, on va dire, de la gastronomie brésilienne. Tout à fait. Et il est décliné ou alors il est juste sous forme de farine concassée Alors, j'ai fait celui-ci, j'ai fait le traditionnel, donc on travaille uniquement avec des oignons. Ok. Des oignons frits, un petit peu de beurre salé, mon petit secret. Et on le fait revenir à l'huile pour que ça puisse se transformer en farofa. D'accord, ok. Et après, il y a toutes sortes pour ceux qui veulent avec de la viande, mais normalement, comme ça. Telle quelle nature. Oui, exactement. Donc avec un autre plat en sauce à côté. Oui, tout à fait. Ou des grillades éventuellement. Oui. Voilà. On reviendra sur tout ça dans un instant. Ça a l'air très bon puisque on a aussi Keïsa Grand Bonheur. Keïsa, bonjour. Vous êtes de Foodibon. Et Foodibon représente... Je suis d'abord de la Guadeloupe. De la Guadeloupe, Le Foodibon, c'est le nouveau pays. On va faire le tour du monde comme ça. Après le Brésil, on passe en Guadeloupe. On reste quand même presque dans la même région. Hein. C'est la Guadeloupéenne qui représente ici à Paris les farines sans gluten. Les farines Foodibon qui sont sans gluten, puisqu'ils sont faits avec des racines pays et qui sont à l'origine des produits sans gluten. Voilà, des produits. Quelles sont ces farines ? Autres que les farines sans gluten classiques, c'est-à-dire l'amarante, le maïs, le riz. Là, il n'y en a pas beaucoup des farines sans gluten. Il y en a de base. De base, il n'y a pas beaucoup de farines sans gluten. Oui, c'est ça. Les produits que nous utilisons, en fait, les racines, on va dire fruits à pain, bananes, plantains, igname, patates douces, manioc, papaye, sont déjà des produits. Des légumes racines. Des légumes racines, pas forcément des céréales. Voilà, tout à fait. C'est des farines de Madère. Ça ressemble au taro, non ? Oui, la madère ressemble au taro. Oui, c'est une famille. Hein. Tout à fait. Donc c'est un tubercule. Oui. Ok. Et donc les farines sont sans gluten. Donc j'aime bien dire que la marque Foodibon, c'est tout bénéfice, puisque vous profitez des racines et des légumes pays.
Et puis en même temps, tout le monde sait aujourd'hui les sources d'énergie que contiennent ces légumes et de protéines, voilà, contiennent ces produits qu'on retrouve en Afrique, aux Antilles, dans les pays latinos, au Brésil, voilà. Et puis le sans gluten pour la santé. Parce qu'on connaît... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques. Figurez-vous qu'il y en a très peu, justement. Ah bon ? Oui, ça a été un gros phénomène, mais il y a moins de 2% de la population qui est vraiment intolérante au gluten. Ou alors, ils font beaucoup de bruit. C'est ça. Ils font beaucoup de bruit parce qu'on n'a pas pensé à eux au départ. Oui. Je ne pense pas qu'un bon nombre de la population, la majorité de la population soit handicapée, mais le fait de les avoir laissés sur le bas-côté de la rue... C'est très bien, je veux dire, qu'il y ait des palliatifs évidemment à tous les produits qui contiennent du blé, etc. Mais après, des vrais allergiques... au gluten, c'est vraiment un tout petit nombre. On peut dire qu'on reste toujours dans la même lignée. C'est des questions de gros sous, des questions de mode. Et on y va et voilà. Mais c'est collection. Ça c'était l'humeur de notre camarade Nicole. Hein. Voilà. Mais il faut dire quand même que les farines Foodibon a une qualité qu'on ne peut pas lui retirer. Ça, oui. C'est d'être facile à utiliser. Déjà, et puis je pense que très riche en protéines. Ouais, on verra ça dans un instant, puisque vous avez aussi ramené des madeleines. Voilà, j'ai ramené des madeleines. Des madeleines à quelle farine ? Alors, vous avez les madeleines fruits à pain et ici papaye. D'accord. Voilà. Bon. On goûtera ça dans un instant, puis on verra. Et puis, on a aussi Anne-Isabelle Lucas, notre végétarienne, qui, voyant que c'était le thème un peu brésilien, c'est ça, s'est mis aussi à la cuisine. Oui, comme d'habitude. Oui. J'ai fait le lien, donc j'ai préparé pour aujourd'hui un chili végétarien. Voilà, donc ça, pour les camarades végétariens, ils ne seront pas déçus aujourd'hui. Et une petite chronique, comme d'habitude, culturelle et sur le haricot rouge. Voilà, comme ça, on ne va pas manger idiot. C'est ça. Il y a beaucoup d'histoires sur l'haricot rouge. Enfin, il y a à l'époque de l'esclavage, les esclaves mangeaient... Ah ben là, j'ai pas fait le côté historique, j'ai fait le côté nutrition. Voilà. Mais justement, ils mangeaient haricots rouges et farine de manioc parce que ça contenait énormément... c'est ce qu'on retrouve dans le plat brésilien. Au Brésil, c'est celle-là. Et ce qu'on retrouve aussi... des esclaves qui s'est transformé le plat national du Brésil. Tous les pays où il y a eu l'esclavage, et le plus vendu. Il y a ce plat. Le haricot rouge, c'est le haricot le plus mangé au monde avec le haricot vert. Et c'est surtout le légume sec qui contient le plus de protéines végétales. Donc il n'y a pas de secret, quoi. D'accord. Quand vous allez à Nouvelle-Orléans et vous demandez le plat traditionnel, c'est aussi riz, haricots rouges, manioc, haricots rouges. Finalement, on finit tous par se retrouver. Hein. Quand on regarde la table, c'est une continuité et un retour. Oui. C'est pour ça que la Terre est ronde. Ouais. C'est pour ça que la Terre est ronde. Voilà. Mais non, mais parce qu'on revient toujours au point de départ. Ça nous oblige ou ça nous fait confiance, ça nous fait comprendre que finalement, voilà, on a tous presque ces origines communes. Ah ben oui, on a une origine commune qui est déjà l'homme, l'humanité. Non, mais le pays. Et culturellement, après, voilà. Après le pays. Oui. Marie, on a commencé à... Bon, de toute façon, c'est un téléphone qui fait du bruit. Bon, il va s'arrêter. On va demander à la personne qui appelle de ne plus appeler parce qu'on est en train de déjeuner. Pendant le déjeuner, on n'a pas le temps de répondre au téléphone. Marie, qu'on a entendu nous présenter les plats brésiliens, qu'on a dit qui est arrivée en Guyane à l'âge de 2 ans, et est une passionnée de cuisine qui, on va dire, cette passion qui lui a été transmise par sa grand-mère, et tellement passionnée qu'elle a préféré aujourd'hui faire de la cuisine son métier, puisqu'elle a ouvert son restaurant ici à Paris. Alors, pour parler un petit peu de votre parcours, Marie, c'est arrivé en Guyane à l'âge de 2 ans, mais il y avait quand même les grands-parents qui étaient installés en Guyane depuis bien plus longtemps que ça, depuis le début des années 40. Exactement, donc ils sont arrivés, mon grand-père est arrivé, il avait 17 ans à l'époque. Bon, il fallait juste traverser le fleuve. Hein. Oui, exactement, bon, pas tout à fait, parce que bon, il vient de Belém, de Para. Et du coup, il a créé sa petite famille là-bas. Ouais. Donc,
Moi, je suis née au Brésil parce que ma mère, elle est partie en vacances. Elle a préféré aller accoucher au Brésil. Comme ça vous permet d'avoir une origine brésilienne, une vraie origine. Hein. Voilà. En disant, bon, cette fille vient du sol brésilien. Je suis très fière du fait que j'ai les deux. Moi, je me trouve avec les deux cultures. D'une brésilienne, par ma famille, et une autre guyanaise. Parce que être en Guyane depuis l'âge de 2 ans, on finit par être guyanaise. Exactement. Guyanaise tant que française, en fait. Voilà. Oui, parce que mes amis, ma scolarité, tout était là-bas. Tout était là-bas. Mais pour parler de cette partie historique de la famille qui était là, ce qu'il y a de marrant, c'est que ce qu'on se disait quand on préparait cette émission, c'est que votre grand-père est arrivé dans les années 40 et il avait le choix entre l'Iran et la France, la Guyane. Et il a choisi d'aller travailler en Guyane. La Guyane, oui. Parce qu'à l'époque, il manquait de main-d'œuvre. Mon grand-père, il était charpentier. Oui. Et donc, il a eu une réponse entre ces deux pays. Donc, heureusement, il a choisi la Guyane. Oui, il a fait le bon choix. Parce que, sans rentrer dans les détails, quand on voit comment certains pays sont aujourd'hui, ce qu'ils sont devenus, donc ça donne pas forcément envie. Il a eu du nez à ce moment-là. On est bien en France. Oui. Et donc, vous revendiquez à travers votre cuisine-là, votre métissage Brésil, Guyane, cette double culture. Oui, parce qu'en fait, déjà, moi, je m'inspire de la mer, c'est l'Afrique. Donc l'Afrique, c'est quoi? C'est les racines, comme au Brésil. C'est les légumes. Donc du coup, après, je travaille plutôt les choses de la mer, des plats traditionnels. Et la cuisine brésilienne, en fait, c'est une cuisine métissée, puisque nous, on a été métissés. À la base, les Brésiliens, ce sont des Amérindiens. Et par le fait que les esclaves sont arrivés de l'Afrique, ils ont ramené leur habitude culinaire. Et en habitant au Brésil avec les Amérindiens, il y a eu le mélange, donc le métissage. Et ça donne de jolis résultats. Et les Portugais aussi, qui ont amené leurs propres habitudes, leurs ingrédients, etc. Mais votre grand-mère aimait faire, comme toutes les mamans, certainement, les grand-mères aimaient beaucoup certainement la cuisine, puisque ça vient de là, votre passion. Oui. Je viens d'une famille traditionnelle, donc pour nous, la cuisine, les filles doivent cuisiner. Ah bon. C'est quelque chose qu'il faut apprendre. Et heureusement d'ailleurs, parce que en arrivant parce que c'est ce qu'on dit en aussi métropole en pour continuer les études, tu te trouves à faire ton il faut repas. faire manger, oui. Non, mais en Afrique, on a reçu des gens autour de cette table qui disaient que pour une fille, il fallait vraiment savoir bien cuisiner pour trouver le bon mari. Ah oui, déjà ça. C'est déjà ça. C'était la priorité. Si on veut un bon mari, on fait une bonne cuisine. Sinon, on a un mauvais mari, en fait. Non, mais ça le tient aussi, ça le fait rester à la maison. Ah, d'accord. C'est-à-dire pour la voix, ça, c'est une légende urbaine. Ah oui, ça, c'est une légende. Non, c'est clair. Après, bon, c'est les opinions de femmes autour de la table, je ne vais pas rentrer dessus, mais bon. Moi, je n'aime pas cuisiner, donc voilà. Bon. Mais j'aime bien manger. On ne tient pas de donc j'ai de bonnes copines. Ouais. et voilà. On peut dire que le paradoxe, c'est que, on dit qu'il faut que les femmes sachent cuisiner. Et quand on regarde le je ne sais pas si Beyoncé ou Kardashian cuisine beaucoup. Non, peut-être qu'elle cuisine pas beaucoup, mais on ne sait pas si elle cuisine bien. Peut-être qu'elle cuisine très bien. Voilà, elle a un cuisinier. Moi, je veux bien cuisiner comme elle. Le paradoxe, c'est que quand on regarde le monde culinaire, on retrouve beaucoup d'hommes qui cuisinent bien. Exactement. Oui. Alors, c'est qu'il y a... Non, mais en fait... Il y a quelque chose, dans le monde de la cuisine, c'est ça. C'est la femme qui cuisine au quotidien, mais pour tout ce qui est chef, etc., c'est les hommes. Ils sont un petit peu machos dans ce domaine. Ouais. Comme dans... Non, c'est pas évident. Je suis d'accord avec vous. Dans les domaines, c'est ça. Non, je suis d'accord avec vous. Mais ils sont peut-être des machos, mais en quelque part, ils savent cuisiner. Mais la cuisine de maman est quand même pas mal aussi. Mais il y a quand même moins d'hommes qui savent bien cuisiner que de femmes qui savent bien cuisiner. Oui. Et puis, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples où l'homme cuisine. Il y a des hommes qui ont des métiers difficiles. Et justement, en rentrant à
la maison, ils aiment bien aller à la cuisine, ça les détend. Oui, ça les détend. Moi, je connaissais un avocat qui me disait ça, qu'il aimait bien rentrer chez lui, cuisiner. On regarde, il y a des couples où tous les deux sont à la cuisine. Oui, ça permet... Ils s'aident, ils s'entraident. Je vois que monsieur avait faim, là. Oui, non, mais je goûte vraiment un petit peu parce que tout à l'heure, quand elle a dit que ça ressemblait à un cassoulet et tout, et puis... Ça fait la réunion. Voilà. Vous aviez envie de... Ça ressemble un peu à ce qu'on fait chez nous aussi dans mon pays. Oui, on revient à... ce mélange de viande et de haricots. Bah, les plats mijotés, je crois que vraiment chaque continent, chaque pays a son plat mijoté. Et après, les légumineuses, vraiment, c'est universel, quoi. Oui. Et c'est excellent pour la santé. En Asie, dans les pays arabes, dans le bassin méditerranéen, tous les pays utilisent des légumineuses et chacun à leur manière. Oui, c'est vraiment très bon en plus. Donc en fait, pour les femmes qui n'ont pas le temps de cuisiner, les farines Foodibon, c'est extra. C'est que du bonheur. Voilà. Bon. Du grand bonheur. C'était la coupure. Du grand bonheur, exactement. La passion de la cuisine, je continue avec Marie, parce que vous avez aussi... je dirais pas créer, importer, ou enfin, en tout cas, installer un concept qui a fonctionné aussi très bien en Guyane, ce qui fait qu'après, je pense que la tradition de la vente de plats s'est poursuivie. Vous avez installé un concept qui a plu aux Guyanais là-bas, c'était des plats au kilo. Non, en fait, c'est quand j'étais plus jeune là-bas, il y avait un restaurant brésilien. Oui. Qu'ils avaient inventé des plats au kilo. Donc les gens venaient, se servaient, composaient leurs assiettes et il y avait une balance, ils pesaient. Donc il y avait la tare de l'assiette qui était déjà enlevée. Donc vous payez uniquement votre nourriture, en gros. Payez votre appétit. Ouais, exact. Donc en gros, il n'y avait pas de gaspillage parce que les gens ils faisaient attention à leur porte-monnaie. Et j'ai dit, un jour, je ferai ça, soit ici ou ailleurs. Donc, je suis venue en métropole pour les études. Et donc, du coup, j'ai ouvert mon premier restaurant en 2011, oui. à Paris 12e, où j'ai créé ce concept, où au bout d'un an, j'ai explosé. Et l'année suivante, j'ai ouvert un restaurant street food brésilien dans le 12e. Qui a énormément fonctionné. Et en 2013, j'ai créé Monde du Brésil, Boulogne, qui existe actuellement, qui fonctionne avec des plats toujours faits maison, traditionnels, de la cuisine simple de grand-mère. C'est à la carte ou bien à la carte. Et le dimanche midi, j'ai créé le brunch brésilien à volonté, où je permets aux convives de déguster tous les dimanches. Il y a un thème de la cuisine d'un État du Brésil. C'est-à-dire, par exemple, dimanche qui vient, c'est l'État baïanais, l'État afro-brésilien, où il y a une cuisine propre. Donc, plusieurs choses que, par exemple, des Brésiliens qui sont au nord du Brésil, en Amazonie, c'est pas pareil. Donc, ce sont des cuisines un peu différentes. Ouais. C'est pas du tout les mêmes saveurs. Ouais. Donc, ça permet à tout le monde de connaître un petit peu. En tout cas, moi, ce que je suis en train de manger me ramène dans mon enfance. C'est qu'on ne mangeait pas de viande tous les jours. Mais dans la semaine, pour améliorer quand même l'ordinaire, on prenait un morceau de boucané de viande qu'on avait mis sur le feu à fumer pour la conservation. On prenait un petit morceau de viande qu'on mettait dans les grains, dans les haricots, dans les pois. Oui, histoire de relever un petit peu la saveur. Ou des fois de la viande salée. Oui, ça, oui, mais c'est pour sortir de l'ordinaire et puis pour relever les grains. Relever les grains et puis aussi... Je dis toujours que nos grands-mères, arrière-grands-mères, je ne sais pas où elles avaient cette petite lumière dans la tête, mais quand on regarde le repas, il était plus qu'équilibré. Et avec peu de choses. Oui, voilà. C'est-à-dire que l'Académie de l'art culinaire du monde créole, on défend vraiment de la gastronomie. Ouais. Je dis toujours aux chefs, n'oubliez pas votre cuisine traditionnelle. Parce que nos arrière-grands-mères, avec très peu de choses, faisaient des choses extraordinaires pour une personne ou pour 100 personnes. Pour un régiment. Voilà. Moi, maintenant, on a beaucoup d'aides culinaires, on a plein de choses et tout. Moi, il y a un plat qui me revient comme ça, simple comme tu dis, avec tout. C'est les avocats, la farine de manioc à côté et la morue, la chiquetaille de morue. Ouais.
qu'on mangeait le matin même. Parce que moi, et puis aussi l'igname qu'on fait griller comme ça, l'igname mûr qu'on fait griller et on mange ça avec de la morue, tout simplement. Moi, je me souviens. Et assez souvent, beaucoup de légumes racines étaient carrément cuits dans le charbon. Dans le charbon. C'est-à-dire, pendant qu'on faisait un repas, on les mettait directement comme ça, on perdait pas de temps. Et quand on parle de manger naturel, c'était vraiment une manière très naturelle de manger, de faire griller comme ça la patate douce sur la braise. La patate douce sur la braise, c'est vraiment... C'est un délice. Ou dans la cendre. Et c'est pourquoi c'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'était des questions de mode et de sauce. Souvent, je dis, qu'on n'a vraiment aucune leçon à nous faire sur le bio, sur le food, tous les différents modèles de repas, parce que ça existait déjà. Je pense qu'ils ont voulu sortir de l'ombre cette cuisine naturelle avec des noms un petit peu, je sais pas, à la mode. À la mode. Vous avez dit ça, mais ça a toujours existé en fait. Je veux dire, faut pas se leurrer. Même aussi dans l'alimentaire, il y a des collections printemps-été, automne-hiver. Tous les ans, il y a des produits phares qui sortent où ça y est, c'est le produit miracle, etc. Et puis l'année d'après, finalement. Ça va être la grenade, la baie de goji. Et puis tous ces termes, il faut bien écrire de jolies choses sur les cartes quand les invités arrivent ou quand les clients arrivent. Mais c'est tant mieux. Voilà, et c'est tant mieux. Et là, on est dans un retour carrément de tout ce qui est cuisine saine, cuisine traditionnelle, parce que c'est le cycle de toute civilisation. Toute civilisation progresse et progresse. Et quand ils arrivent jusqu'en haut, on redescend. On revient à la base. On a peut-être envie de vivre aussi un peu plus longtemps. Et différemment. Et différemment, c'est avec Anne-Isabelle Lucas qui a fait son chili végétarien. 100% végétarien. Pour rester dans les haricots. Oui, tout à fait. Alors, le haricot rouge, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une légumineuse qui est finalement à moitié légume, moitié féculent. Donc, les plus consommés au monde. Donc, il est originaire d'Amérique du Sud. Et donc, il a voyagé, on va dire, partout dans le monde et il a laissé ses traces un peu partout, donc dans plein de plats traditionnels. Donc déjà, le chili Tex-Mex. Il y a le rajma en Inde, qui est une espèce de ragoût, donc qui est cuit dans de la chair de tomate pendant très longtemps. Donc haricots, tomates, avec beaucoup d'épices. Donc qui n'est pas sans rappeler aussi les plats de base qu'on voit en Amérique du Sud ou même dans les dom-toms. Et aussi en Asie, mais par contre en Asie, il est plus utilisé en dessert. Donc vous avez le zanzai au Japon ou alors carrément le gâteau de lune pour les fêtes en Chine. Fêtes chinoises. Tout à fait. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, j'ai goûté un gâteau d'haricots rouges. Oui, c'est ça. Ouais. Alors question santé, comme je disais, donc c'est un des légumes les plus riches en protéines, hyper bien tolérés parce que ce sont des protéines végétales. Il y a des fibres à profusion, beaucoup de magnésium et surtout, ce qui est génial, c'est que ça a un effet de satiété qui arrive très rapidement. Donc, de quoi équilibrer un plat vraiment facilement, quoi. Donc, alors moi, mon chili, je l'ai composé donc avec des haricots rouges, évidemment. J'y ai mis du tofu émincé que j'ai fait revenir. Donc, j'ai mis plein d'épices. Il y a du paprika, il y a du cumin, il y a du piment. J'ai mis aussi un piment vert, histoire de rajouter un peu de couleur. Et donc, plein de protéines. Un plat vraiment équilibré et plein de saveurs, quoi. Et je vous mets au défi en le goûtant de trouver que ça manque de viande, vraiment. C'est un piment qui pique ou un piment végétarien? Non, alors oui, voilà. Donc c'est les gros piments verts, là, voilà, vraiment pour donner de la couleur. Mais par contre, j'ai quand même pris soin de mettre à un piment et demi rouge, un petit bien piment fort. Bien fort, ouais. C'est ça. On peut dire sans oublier quand on parle d'haricots rouges qu'il y a quand même un plat traditionnel qui s'appelle le dombré haricot rouge, qui est immanquable, surtout dans la zone des Antilles françaises, on va dire. Ouais. Et c'est quoi? C'est des haricots rouges dans lesquels on ajoute des boules de farine. D'accord. Et quand on sait que le sétan, c'est de la farine carrément qui est cuite, tout à fait. Alors on peut dire que là, c'était pas des repas protéinés, mais hyper protéinés. Et alors, pendant que vous parliez des dombrés, on a justement, parce qu'on a plein de
les gens qui nous suivent et qui achètent les farines. Et on a quelqu'un qui a fait justement un dombré avec les farines Foodibon, en disant que ça avait fonctionné. Parce que c'est vrai que les gens s'approprient comme ça la farine. Après, ils peuvent faire des gratins, des boulettes pour faire le dombré, des gâteaux, des pancakes et Par des contre, crêpes. il y a un truc à savoir. Donc, pour profiter, on va dire, de sa texture crémeuse, de son petit goût un peu sucré, il faut absolument le cuire longtemps. Et même après trempage, c'est minimum 45 minutes, voire 1 heure de cuisson. Parce qu'en fait, on va dire cru, il est immangeable et s'il est très peu cuit, il dégage une toxine, une protéine qui peut vraiment créer des... Le haricot ? Oui, des dommages de toute façon, sévères. Dans les familles créoles, on a l'habitude des troubles digestifs. La grand-mère ou la maman se levait très tôt le matin et puis mettait la marmite sur le feu. Et déjà, mettez à tremper dans l'eau. On met à tremper dans l'eau la veille. La veille. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait. Depuis la veille. Oui, il faut mettre à tremper dans l'eau. Et donc, je rejoins ce que vous dites. Oui. Je rejoins ce que vous dites parce que moi, un de mes frères, si c'est pas fait, mais vraiment comme il faut le faire, il est tout de suite très 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 malade. Mais c'est normal, ça crée vraiment des troubles digestifs sévères, donc vomissement au mieux. Elle mettait à tremper la veille et tout en changeant l'eau. Oui, c'est ça. Changeait l'eau tout à fait. à chaque fois. Donc il faut que ce soit vraiment très cuit. Et après, le premier bouillon, ils enlevaient, il y avait une espèce d'écume, c'est ça. Ils enlevaient l'écume. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc après, vous pouvez le manger sans problème. Donc même si vous vous en servez comme salade, parce que ça arrive aussi très très souvent de manger les haricots en salade, al dente, niet. Donc... Bon. Puisqu'on parle dessert, on va aller avec Keiza, avec nos farines sans gluten. Il y a combien de farines que vous présentez Alors, il y a plusieurs farines. C'est des farines qui arrivent de Guadeloupe ? C'est des farines qui arrivent de Guadeloupe. Alors, une partie des farines sont fabriquées à la République dominicaine, Saint-Domingue. Donc, juste à côté. Voilà, juste à côté. Et une autre partie en Guadeloupe. Pourquoi ? C'est une question de production. On a moins de possibilités de production et aussi question de coût. La banane est produite où à Saint-Domingue. Dans une bananerie, Jean-Michel ? Non, la farine. La farine, je sais. La farine, oui, tout à fait. Et donc, vous pouvez retrouver la farine de fruits à pain, de banane plantain, d'igname, de patates douces, de papaye, de manioc, de giromon, de malanga, de christophine, banane verte, madère et même pois chiche. Mais ça permet finalement de varier son alimentation. Ah, oui. Tout à fait. Ouais. Mais on peut aussi dire aux gens qui nous écoutent et qui nous voient que 1 kilo de farine, il faut 5 kilos pratiquement de légumes. Ben voilà. Ouais. C'est toute la différence avec l'autre farine et c'est pour ça qu'il faut beaucoup plus de produits pour faire la farine. Et c'est surtout un produit facile à utiliser. On connaît, on sait que la vie parisienne est les femmes sont très actives et souvent on a envie de manger ça, mais on se dit oh là là, il va falloir passer par au moins 2 étapes ou 3 étapes avant d'avoir le produit fini. Donc là, on ouvre la poche et ça y est, c'est prêt. La farine est là. Ouais. Bon après, moi, comme je disais, je suis pas une spécialiste de la cuisine, mais j'aime bien les crêpes et les pancakes. Les gratins aussi, et c'est vrai que c'est super facile pour quelqu'un qui n'a pas le temps, mais qui a en même temps envie de manger ce type de produit. Il y a de la farine de Christophine ? Oui, tout à fait, il y a de la farine de Christophine aussi. Ça ne doit pas être évident, on peut trouver de la farine à la Christophine, hein, parce que c'est rempli d'eau, 90%. Oui, mais les autres fruits aussi. Oui, tout à fait. Sauf la banane qui contient quand même pas mal d'amidon et donc là c'est beaucoup plus facile. Quoi. Tout à fait. Ou le fruit à pain. Je vois sur la farine de banane, c'est écrit banane verte déshydratée. Bon, plus facile à déshydrater une banane qu'une Christophine. Hein. C'est clair. Et la banane plantain, tout à fait. La banane plantain. Donc en fait, ça se trouve facilement ici en France ? Alors maintenant oui, parce que c'est des produits dont la distribution a commencé en Guadeloupe et en Martinique. Il y a pas mal de points de vente. Et donc la marque est venue se tester au salon de la gastronomie des Outre-mer. Exact. Voilà. J'ai pu vous croiser. Tout à fait. Et ensuite à la foire de Paris. Et donc, ils ont remarqué... Finalement, c'est intéressant dans ce sens-là, puisque généralement, c'est tout ce qui sort de l'Europe qui nous envahissent. Et là, maintenant, c'est dans le sens contraire. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, vous pouvez retrouver les farines Foodibon dans la boutique de Christian de Montaguer, dans le 6e arrondissement, l'art de vivre dans les Caraïbes. Vous pouvez retrouver aussi
à Tropique Marché. Et puis pour avoir toutes les adresses, il faut aller sur la page Facebook de Foodibon. Voilà. Page Facebook que vous allez retrouver sur cette émission, puisqu'on arrive presque à la fin. On a le temps de remercier Jessie Delon de l'Académie de l'art culinaire du monde créole qui prend les contacts. Une émission donc en collaboration avec l'Académie. La chargée de communication, c'est Célimène Boyer. La mise en onde d'aujourd'hui est signée Mathieu Benayoun. Une émission retrouvée sur YouTube et Facebook.